Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue ici même en public et également en direct depuis le channel Riviera Network. C'est un moment important puisqu'on va faire un point sur l'actualité économique de notre territoire, les enjeux majeurs pour 2014-2015. Effectivement, on s'accorde à dire que dans un monde qui est assez compliqué, où ça cogne économiquement, le territoire finalement est à l'offensive. Et pour en parler, on a beaucoup de chance. 4 invités. Laurent Chalier, je vais y arriver, ça commence. Chaleil, bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'UPE 06, mais vous êtes aussi dirigeante, femme chef d'entreprise. Vous allez nous expliquer un petit peu, au travers de vos multiples casquettes, un petit peu votre regard sur l'économie. Anne-Claire Rex, merci d'être avec nous, parce que sur votre territoire, il se passe quand même pas mal de choses en ce moment, aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté pour quelques heures de quitter Cannes. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de la CEMEC. Donc en plein festival, vous nous faites un beau cadeau par votre présence. Philippe Baud, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Office du tourisme et des palais des congrès d'Antibes Jean Lépin. Et pour les amateurs de jazz, vous êtes encore plus important. Vous êtes également le chef d'orchestre, devrais-je dire, de ce festival. Et on est ravis également de vous accueillir. Et vous, Franck Daune, vous êtes le directeur des ports au sein de la CCI Nice-Côte d'Azur. Alors, à tous les quatre, je pense que vous avez déjà, au travers des pédigrés de mes invités, une idée des thèmes qui vont structurer un petit peu nos échanges. Échanges qui, je l'espère, vont vous aider à comprendre un petit peu où sont les leviers de développement économique. Alors, pour lancer le débat, Laurence, vous nous avez préparé un petit peu quelques chiffres, quelques éléments qui montrent un petit peu la dynamique. Dynamique dont, je le rappelle, vous êtes aux avant-postes aussi bien avec l'UPE 06, mais aussi dans votre quotidien de femme chef d'entreprise. Je vous donne la parole. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ça fonctionne? Oui, il faut bien le coller. Oui, alors je le colle. Je vais vous donner en fait quelques chiffres sur le département des Alpes-Maritimes. Déjà pour que vous ayez une idée du panorama de fonctionnement de l'économie locale. Donc en 2013, qui a été une année très difficile, on a eu un chiffre d'affaires global qui a cru de 1%. Et cela grâce à un chiffre d'affaires à l'exportation qui a cru de 4%, alors que parallèlement, l'emploi a baissé de 0,5%. Pour rappeler un peu les ordres de grandeur que tout le monde ne connaît pas, il y a un peu plus de 455 000 emplois dans le département et on a plus de 60 000 chômeurs longue durée sur le département. Et ce chiffre a augmenté de 10% en 2013 par rapport à 2012. Alors pour faire un focus quand même positif sur les entreprises du département, il faut savoir qu'on a 1% d'augmentation de chiffre d'affaires grâce à l'industrie, dont l'industrie qui a une croissance de chiffre d'affaires de 3% et une croissance de chiffre d'affaires à l'exportation de 5%. Et dans le pôle industriel, précisément, on peut focuser sur le pôle grassois, qui contribue dans le département avec un chiffre d'affaires en croissance de 6% et une augmentation des emplois de 2%. Également, dans le secteur industriel, tout ce qui est sciences du vivant, dont fait partie le secteur aromatique qui est fortement représenté dans le secteur grassois, mais également toute la chimie fine, la pharmacie, le secteur pharmaceutique et médical. Donc on a une augmentation également importante puisqu'elle est de 10% à l'exportation. Le chiffre d'affaires à l'exportation des sciences du vivant est de 10% dans le département. Il y a un chiffre d'affaires qui avoisine les 2,3 milliards d'euros dans le département et une augmentation des emplois de 5%. Donc ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est que, on parle souvent au niveau français des problématiques de l'industrie. Il se trouve que dans notre département, alors bien entendu, là, je n'ai pas parlé du tourisme. On va y revenir, mais c'est important. Je crois que c'est vraiment mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on a structuré le département autour de deux pôles qui fonctionnent très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres, bien au contraire. Donc le pôle industriel avec les sciences du vivant et notamment le secteur grassois avec les productions aromatiques qui sont mondialement connues et qui sont très exportatrices. Un pôle de compétitivité mondiale à ce niveau-là. Hein. Exactement. Et également le tourisme, évidemment, qui est l'attractivité de notre territoire. Mais là, nous avons une personne qui va nous en parler au tourisme de Cannes, qui est beaucoup mieux. Donc c'est important de voir aussi qu'on est dans une situation qui est, somme toute,
assez dramatique tout de même, parce qu'on a un accroissement des demandeurs d'emploi permanent et qui en plus est un témoin négatif, c'est très supérieur à la moyenne nationale. Donc en moyenne, on est à peu près à une croissance de 5% des demandeurs d'emploi, alors que nous, on a une croissance de 10%. Alors tous les chiffres ne sont pas mauvais, mais globalement, ils ne sont pas très bons, et cela principalement suite aux décroissances, je dirais, dans le secteur de la construction, qui est très important dans le département, et le commerce. Le commerce est très touché, les commerçants sont très touchés. Ils ont une baisse de chiffre d'affaires en 2013 qui est de l'ordre de 3% et des emplois qui est de l'ordre de 3% également. Donc c'est très significatif. Pour mettre quand même une note positive sur ces deux secteurs, on se rend compte qu'en début d'année 2014, la situation se stabilise. Mais on attend un redressement. Il y a eu une baisse des mises en chantier ces dernières années. Là, ça se stabilise. On parle d'emploi, on parle de secteurs comme le bâtiment. Ou le bâtiment a souffert évidemment de la crise. Il y a une baisse des commandes. Le carnet de commandes est très très faible. Et il y a une baisse des commandes des mises en chantier. Oui, mais des publics. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des mises en chantier qui ont été beaucoup moins importantes et des commandes beaucoup moins importantes. Certainement des décalages dans le temps pour les chantiers publics, mais qui ont touché grandement la construction. Mais le bâtiment privé aussi a été grandement touché. Hein. Même s'il y a encore des promotions qui sont menées, on peut le voir, il y a des grues un peu partout, surtout près du palais. Mais malgré tout, globalement, le secteur est touché. On sent qu'il repart, mais c'est très touché. Donc, on a des sujets à traiter localement, c'est évident. C'est ce que l'on fait à l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes, qui regroupe donc le MEDEF et la CGPME, pour ceux qui ne le savent pas. On est très actifs, mais il y a une problématique globale de crise qui touche toute la France et qui se déploie après qui se déploie en cascade sur notre territoire. On peut dire, enfin moi personnellement, c'est mon opinion, c'est que je pense que la gestion de notre État est beaucoup trop coûteuse et que l'État français, tant qu'il ne sera pas restructuré et fonctionnera pas avec un budget bien inférieur et avec un résultat beaucoup plus efficace, on pourra toujours nous promettre des baisses d'impôts ou une organisation plus efficace. On n'y arrivera pas. Concrètement, il faudra toujours que les particuliers et les entreprises payent notre État obèse, si je puis dire. Très bien, merci en tout cas pour cet éclairage. Effectivement, on voit un constat. Alors, la Côte d'Azur, pas épargnée en termes de chômage. La Côte d'Azur, territoire industriel avéré. Et ça, je pense que pour nos amis azuréens, c'est pas une découverte. Pour ceux qui suivent nos émissions, on pense évidemment aux aspects touristiques. Mais peut-être avant de parler de tourisme avec vous, sur la partie industrie, est-ce qu'on peut encore pointer quelques réussites azuréennes, la science du vivant vous connaissez, parce que je crois qu'il y a effectivement, Anne-Claire, qu'au-delà de votre connaissance... pardon. Alors, c'est Claire. Claire Anne, voilà, j'ai sur ma fiche une petite erreur, je vais inverser, je ne la ferai plus. Claire Anne, donc, vous avez, avec d'autres de vos fonctions, une vision de l'industrie. Un mot sur l'industrie avant de parler évidemment du tourisme. Oui, alors au niveau de l'industrie, je fais partie de Thales Alenia Space, qui est l'industriel du spatial implanté à Cannes, qui est d'ailleurs mondialement connu. Pour la fabrication de satellites, observation de la Terre, télécommunications, exploration de l'univers, etc. Qui est une société qui est très performante, qui a d'ailleurs rentré encore un contrat la semaine dernière de satellites de télécom pour la Corée. Donc nous sommes très actifs et avec le tissu local, nous essayons également de pousser les partenaires PME autour de nos activités. Moi personnellement, je me suis pas mal investie dans la partie pôle de compétitivité sur la gestion des risques, puisque nous avons monté ce pôle de compétitivité dont je suis présidente déléguée, qui compte 240 membres, dont 65% de PME, pour mettre en œuvre des services et des technologies pour mieux gérer les risques environnementaux et également travailler sur le risque lié aux nouvelles technologies au niveau industriel. C'est quoi? C'est les secteurs. Alors on a vu l'impact, le poids, je pense, du privé qui peut plomber en partie le dynamisme de l'activité. Qu'est-ce qui plombe actuellement du coup un petit peu? Parce qu'on voit qu'on est sur les secteurs de pointe. Le territoire a des atouts quand même formidables. C'est quoi? C'est les activités traditionnelles? On parlait du bâtiment qui
est-ce que c'est simplement structurel, le marché de l'immobilier qui a connu un ralentissement égal à la crise? Est-ce que ça n'est que conjoncturel? Est-ce qu'il y a des facteurs quand même plus azuréens que l'on peut pointer du doigt et sur lesquels il va falloir bosser dans les 2, les 3 prochaines années? Alors, je pense qu'il y a les deux, mais essentiellement un facteur conjoncturel. Alors, pour ce qu'il y est du constat que l'on peut faire, on s'aperçoit qu'on est tiré par l'exportation. Donc, ça veut dire qu'il y a un retard sur le plan local et que nos entreprises exportatrices et compétitives fonctionnent très bien et ont des taux de croissance qui sont supérieurs à 5%, donc concrètement, qui ont des taux de croissance de pays émergents. Émergents qui ont déjà émergé, mais qui sont des pays azuréens fonctionne à plein. Alors, l'exportation fonctionne, mais ça veut dire qu'on est tiré par l'extérieur. On n'est pas tiré par notre propre compétitivité locale, ni notre marché local. On est tiré par notre capacité à être compétitif à l'extérieur. Et ça, sur des marchés très particuliers. C'est-à-dire qu'on est soit sur des marchés de niche, soit sur de l'innovation, soit sur de la haute technologie. On n'est pas compétitif quand on sort de marchés à très forte valeur ajoutée ou des marchés de niche. Donc ça, il faut quand même le noter. En ce qui concerne la région, moi je pense qu'on est doté de tous les atouts pour réussir. La région, la Côte d'Azur, en termes touristiques, restera la Côte d'Azur pendant très longtemps et peut-être encore des siècles et des siècles, nous verrons. Ce qui est certain, c'est que à la fois la politique nationale française fait reculer un petit peu le tourisme. Donc on a quand même globalement moins d'investisseurs sur le marché immobilier des étrangers. Il faut savoir qu'il y a énormément d'investissements étrangers sur la Côte d'Azur. Donc il y a un ralentissement notoire. Donc il y a des éléments qui sont conjoncturels également de crise extérieure et des éléments qui sont le résultat de notre politique intérieure. Maintenant, au niveau qui a forcément des conséquences sur notre département, puisqu'on y est soumis inévitablement. En ce qui concerne le département, bien entendu, il y a des tas de domaines sur lesquels on peut faire des améliorations qui vont porter des fruits. Notamment, on en a parlé dans la conférence avant, c'est sur le logement des actifs. On se retrouve quand même dans un département où le foncier coûte extrêmement cher. La conséquence de ce prix du foncier, c'est que les entreprises ne peuvent pas s'implanter là où elles le souhaiteraient ou à des prix qui sont considérables, donc qui ont des conséquences importantes sur leur rentabilité, donc leur compétitivité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas loger les actifs parce que les actifs ne gagnent pas les sommes des investisseurs qui viennent se loger de manière touristique sur le département. Donc on se retrouve dans une double difficulté. Et ça ne peut être géré que par les politiques. Ça ne peut pas être géré par les entreprises. Les entreprises le demandent. Il n'y a rien d'anormal à créer des zones d'activité, à créer des zones de déploiement des transports qui tiennent compte des entreprises, parce qu'on a beau dire, ce sera systématiquement quand même la ressource locale, qu'elle soit touristique ou économique, industrielle, qui fera vivre notre département, qui le rendra aussi attractif pour les actifs. Mais il ne faut pas se leurrer aussi, notre département actif attirera aussi les étrangers, que ce soit sur des investissements d'entreprises étrangères, mais aussi pour le tourisme. Tout ça, c'est un ensemble vivant et c'est systémique. Il faut mettre en place un cercle vertueux, mais on n'est pas forcément aidé par les conséquences de la gestion nationale de notre État. J'y reviens. Le message, semble-t-il, est extrêmement clair. Merci. Moi, je veux bien réagir. Oui. Je pense qu'il y a un contexte mondial qui est en évolution et une concurrence de plus en plus importante et qu'on a eu pas mal de chance jusque-là parce qu'on est sur un beau territoire où les gens venaient naturellement, où on n'avait pas trop de problèmes. Aujourd'hui, il faut faire un benchmark et regarder bien ce qui se passe partout ailleurs, quels sont nos concurrents dans tous les pays, parce que la Chine aussi monte, y compris, s'intéresse au festival du film, je veux dire, veulent créer des choses équivalentes là-bas. Il y a de la concurrence partout et il faut regarder quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, ou je dirais plutôt de manière positive à améliorer, et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour avancer, pour que le territoire reste toujours
attractif et en avant. Et pour ça, alors il y a plusieurs points, mais si on revient à la partie industrielle, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est innovation. Je crois qu'on n'a pas un taux de R&D qui est équivalent aux pays en développement aujourd'hui. Et ça, c'est important parce qu'il faut toujours avoir le coup d'avance et on l'a pas tout le temps. Et nos centres de recherche qui ont souvent fait la fierté du territoire azuréen, là on est en train de se faire rattraper, dépasser parfois. On a une super compétence, on a des gens extrêmement compétents sur le territoire, mais il faut des budgets de R&D qui leur permettent de développer les projets de demain. Et il faut regarder vers l'avenir. Alors, on a tendance aujourd'hui dans les sociétés à vouloir travailler sur les 2 ans qui viennent. Et parfois, travailler sur les 2 ans qui viennent, ça s'oppose aux 10 ans futurs. Donc, il faut avoir un plan à long terme. Il faut savoir penser sur le long terme. Alors voilà, l'industrie, je pense que le message est clair. Les secteurs qui marchent moins bien, on a aussi une vision. Alors, changement de décor, on s'attaque à un gros morceau ce coup-ci. Alors, soit peut-être laisser la parole à Philippe Botte qui est sur le même univers pour vous redonner également la parole, donc Claire-Anne, sur la partie vraiment tourisme d'affaires, évidemment, pôle mondial de rayonnement. On en est où? Peut-être Philippe, je vous laisse la parole pour nous éclairer un petit peu sur 2014-2015, le tourisme, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, Mme Rex en parlerait beaucoup mieux que moi, nous avons au sein de l'Europe, il y a une dizaine d'années, c'est Barcelone qui a secoué le cocotier, qui est venu vraiment, qui a tout investi pour capter ces clientèles qui nous intéressent. La nouvelle concurrence aujourd'hui sur la grande Europe, c'est Istanbul. Istanbul fait des pieds et des mains et on retrouve ça également dans le domaine du cinéma. Il y a aujourd'hui des pays qui sont prêts à tout offrir pour capter le cinéma sur leur territoire. Donc la concurrence, elle est véritablement impitoyable. Et lorsqu'on parle des années à venir, nous devons faire face à quelque chose qui est ce phénomène d'immédiat dans les conséquences auxquelles nous devons faire face. Ce matin tombait un chiffre, croissance zéro. Croissance zéro, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que lorsque la consommation n'est pas là, le premier poste d'économie, quel que soit le sociotype concerné, on va toucher à des activités de loisirs. On va écourter son séjour. On va moins consommer lorsqu'on est en vacances, etc., etc. Et on ira de plus en plus sur des offres à tarifs préférentiels. Donc ça, c'est le premier signe qui n'est pas bon. La géopolitique. Depuis un mois, l'Ukraine bouge beaucoup. Nous avons eu un mariage il y a 15 jours sur notre territoire. Il y avait 1000 invités. 100 visas ont été refusés. Voilà ces situations auxquelles on doit faire face. Aujourd'hui, pour cet été, notre hôtellerie fait face à une grosse inquiétude qui est l'absence du tourisme russe, ou en tout cas une forte baisse due à ce problème d'obtention de visa qui est en train de se générer à l'heure actuelle. Donc, on est beaucoup plus dans une réactivité. Alors, c'est vrai que nous avons des grands objectifs, très clairement. Le développement, si je prends ma commune, le Palais des Congrès en est un parfait exemple. Et je crois avec ce pragmatisme qui a été le nôtre, justement pour ne plus rentrer dans cette compétition de clochers qui est un non-sens au niveau international. Ce Palais des Congrès, c'est un amphi de 500. Nous avons la chance d'avoir à côté de nous un palais des festivals dont bénéficie de la notoriété. Ouais. Nous avons le bassin de Sophia Antipolis qui, quand on parle du lien industrie, tourisme, entreprise, est évident. Avoir une signature Sophia Antipolis et dire on a ouvert un palais des congrès, le mot à faire est au milieu pour tous les deux. Donc on est sur des essentiels. Et on est plus dans une complémentarité d'objectifs que d'isolationnisme en matière de concurrence. Donc, effectivement, une situation, un héritage séculaire du tourisme et puis des nouveaux standards industriels du tourisme, les resorts à l'américaine, je dirais effectivement ce déploiement commercial colossal pour aller délocaliser ou aller chercher du tourisme d'affaires, des congrès, des conventions. Là, comme vous dites, c'est fini. Donc, les 2014-2015, c'est la baïonnette à la main, on va chercher des clients, on va séduire ceux qui viennent. Enfin, c'est vraiment, il y a un mot peut-être qui est évidemment très présent dans tous les process industriels et où est-ce qu'on en est? C'est le mot qualité qui me vient évidemment, les standards de qualité, les normes de qualité, ISO, etc. Où est-ce qu'on en est dans le déploiement des normes de qualité au niveau azuréen? Est-ce que ça, c'est un axe fort 2014-2015? Je vous laisse encore peut-être 10 secondes le micro avant de le repasser à Claire-Anne. Je pense qu'on va tous se rejoindre sur ce point, qu'aujourd'hui, tout ce qui est qualitatif, normatif, est devenu plus qu'un essentiel parce que
toute demande qui nous provient de l'étranger a déjà ce référentiel depuis très longtemps. Et que la France, là, est en train de rattraper, et nos territoires en On y vient quand même, on peut quand même on est en train de rattraper, tourisme, on y va. D'avoir cette prise de conscience, notamment dans le tourisme, dans le domaine environnemental. Toutes nos superstructures qui sont construites prennent en compte ces données. Dans le mode de consommation aussi, le tourisme a toujours eu une facette très très pollueur, notamment vis-à-vis de l'autochtone, mais de façon plus générale. Et là aussi, il y a une politique de travail sur l'environnement, le durable et l'écologie qui est très très en place et qui devient vraiment un argument de vente de sa destination, ce qui n'était pas il y a encore une dizaine d'années. Mais c'est vrai que les personnes présentes peuvent largement... Alors, Claire-Anne, je vous donne également le micro parce que vous venez de prendre la direction d'un paquebot. Hein. C'est vraiment un paquebot à la fois au long cours et puis c'est une machine de guerre évidemment qui rayonne sur tout le département. Votre regard sur le même sujet et puis également votre pragmatisme, ça fait que quelques jours que vous êtes à la tête de la SEMEC. Voilà. Déjà oui, c'est vrai que le palais c'est la locomotive du tourisme et de l'événementiel à Cannes, et des congrès. La SEMEC, c'est à la fois la gestion du palais des festivals, son exploitation, sa maintenance, l'organisation des congrès, etc. C'est l'événementiel de Cannes, la programmation de l'événementiel de Cannes, et tout le tourisme, la promotion touristique de la ville de Cannes avec la marque Cannes, donc la promotion touristique en termes de tourisme d'affaires et de tourisme de loisirs. Donc on travaille avec tous les partenaires socio-professionnels et là c'est très large parce qu'en fait le palais est la locomotive, mais en même temps on n'est pas tout seul, il faut qu'on prenne des décisions ensemble avec les hôteliers, avec les restaurateurs, avec tous les acteurs, les commerces, etc. Il faut pas que il y en a qui prennent des décisions dans un sens et puis que d'autres finalement partent dans des directions qui finalement ne sont pas positives pour la ville. En fait, c'est un partenariat global, mais y compris, comme on disait tout à l'heure, comme monsieur disait, avec les autres villes alentours. Parce qu'en fait, il faut que la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, soit un territoire attractif et en termes de qualité. Donc nous, le palais, il a la triple certification, hein, donc ça, on y tient. On est là-dessus sur la qualité, l'environnement, la responsabilité sociétale et environnementale. Bref, on a tous les labels qui vont bien. On est obligé en plus parce qu'on est vraiment un centre, on a 80 000 m², dont 36 000 m² d'exposition. On est le deuxième centre des congrès français, à rayonnement international. Hein, et nos grands clients ne sont pas que français. Hein, Reed Midem, Cannes Lions. Donc on est vraiment sur le monde entier. Sans parler du festival. Cette concurrence, vous la ressentez Barcelone, Istanbul, qui a été évoqué, c'est vraiment ça cogne. Barcelone, le congrès GSM est parti à Barcelone, mais ils avaient besoin de 55 000 m² de surface. On en a 36 000 en exposition. Donc, mais nous, il faut qu'on se remette en question. Le problème, c'est que quand vous faites des congrès qui marchent bien, ça attire de plus en plus de monde. Alors, après, il faut être dimensionné pour recevoir jusqu'à un certain point. Et Cannes, c'est quand même une ville de 73 000 habitants, qui passe d'ailleurs à 200 000 au moment du festival. Mais il faut que la ville puisse s'adapter. Il faut qu'on trouve des modèles économiques, si on veut, parce que la SEMEC, c'est quand même c'est privé. C'est une société qui a plus de je vais dire 60%, oui, plus de 60% de son chiffre d'affaires, même plus que ça d'ailleurs, presque 70% de son chiffre d'affaires qui est privé maintenant. Elle a été totalement désendettée. Elle était endettée en 2001 à hauteur de 11 millions d'euros. La dernière échéance, c'était en mars, là, donc maintenant on est complètement désendetté et on a des résultats positifs. Donc, ça veut dire peut-être à l'offensive pour le créer du mètre carré, des services nouveaux. Alors faut voir, voilà. un petit scoop, ça serait super. Il n'y a pas de scoop, mais de toute façon, il faut toujours regarder devant. Il faut regarder comment on va faire
dans les 20 ans qui viennent, parce que ça se prévoit à l'avance, 20 ou 30 ans, voire plus. De toute façon, on est destiné à... Enfin, on souhaite continuer, évidemment, et les organisateurs aussi, par exemple, du Festival du film, souhaitent pérenniser le Festival du film à Cannes, puisqu'il s'appelle le Festival de Cannes. Donc international de Cannes, mais on a un objectif de toujours regarder devant et prendre les décisions qui vont bien pour adapter l'outil aux besoins, et avec cet objectif aussi de rentrer de plus en plus de contrats. Sachant qu'on a quand même 258 jours occupés par an dans le palais. Un taux d'occupation qui laisse songeur de nombreux palais. Voilà. Mais avec en hiver des choses à améliorer, puisque les mois qui sont plutôt vides, c'est janvier-février. Bon, on vient de signer un gros contrat, la Private Equity Market, ça s'appelle l'IPEM, et qui va commencer en février 2016 avec 4000 personnes. Donc c'est un très beau contrat. On travaille là-dessus. Donc aussi, une case de plus remplie dans le calendrier du tourisme d'affaires cannois, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Alors merci. Alors je me retourne vers vous, Franck. Vous avez pas demandé la parole, alors j'ai pas été assez vif pour la saisir, mais ça fera une bonne liaison parce que on va évidemment parler de portuaire. J'ai bien envie de faire déjà la liaison quand on parlait de tourisme. Je pense à la zone Caraïbes où là on voit des paquebots, enfin tout le business qui s'opère autour de Miami, autour de ça, de tout ce qui est cruise, etc. Et puis parlez-nous aussi quand même de tous les enjeux plus généralement du transport, de la logistique, le report modal, etc. Enfin, tout ce qui s'y passe, pas seulement sur le trafic passager. Votre regard sur ces aspects-là et les grands projets structurants 2014-2015. Alors effectivement, au niveau touristique, et je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est pour ça que j'intervenais pas, j'étais totalement d'accord avec ce qui se disait, notamment la concurrence de plus en plus accrue des marchés internationaux. On l'a même dans les ports, où on a la sensation, moi je suis arrivé dans les ports il y a 3 ans et demi, et j'étais surpris par la capacité d'animer des marchés très captifs que nous avions. Et en 3 ans, les choses sont totalement inversées aujourd'hui, puisqu'on est quasiment sans visibilité sur nos marchés, et on est concurrencé par tous les marchés du monde qui s'ouvrent, y compris les marchés chinois. Donc vous parliez de la croisière, c'est un très bon exemple. Donc on anime au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie le club croisière du département. Et donc on promeut l'ensemble des destinations croisières du département, dont Cannes d'ailleurs, dont Nice, Antibes, Golfe-Juan et donc Villefranche. Et donc notre capacité aujourd'hui à promouvoir ces offres touristiques pour les compagnies qui sont des compagnies mondiales, eh bien on se heurte sur des vraies questions aujourd'hui d'attractivité. C'est-à-dire que la rente de la Côte d'Azur, qui vit toujours aujourd'hui, et heureusement pour nous, est de plus en plus concurrencée par d'autres marchés. Donc des marchés destination. Les compagnies de croisière aujourd'hui ont tendance à positionner leurs bateaux dans des endroits où ils ne les positionnaient pas avant. C'est le cas du marché chinois. Le taux de pénétration en Chine, je crois, est de 0,1%. Et quand il augmentera au niveau de 1%, on aura doublé le marché mondial de la croisière. Donc ça vous donne un peu une idée du potentiel qu'il peut y avoir là-bas. Et c'est vrai que quand on a... Alors aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens, donc le potentiel de chiffre d'affaires pour les compagnies dans notre zone de navigation est toujours très importante. Et donc c'est pour ça qu'on a des bateaux aujourd'hui. Le jour où la classe moyenne chinoise va continuer à augmenter et va se doter de moyens financiers supplémentaires, très clairement, on aura vraiment un souci de concurrence par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'inventer, et je trouve que cette concurrence, même si elle est souvent difficile selon les secteurs d'activité, elle est souvent génératrice aussi de réactions, et elle peut faire du bien, puisqu'on se remet en question, on crée de nouveaux produits, on crée de nouveaux attributs de produits pour l'attractivité de notre territoire, et globalement ça fonctionne bien. Donc on accueillera encore cette année environ 700 000 passagers sur la Côte d'Azur. Alors c'est très important puisque les passagers qui viennent notamment pour la croisière, c'est en croissance, c'est en stagnation pour l'instant, et les passagers qui viennent pour la croisière découvrent la Côte d'Azur pour la première fois, et près de 8 sur 10 reviendront par leurs propres moyens ensuite pour y passer un séjour différent. Donc c'est très important en matière de découverte et d'attractivité touristique. Donc je rejoins aussi les points qui ont été dits sur la compétition nationale qu'on peut avoir sur tous les autres marchés. On l'a aussi sur le yachting, les fameux gros yachts de milliardaires que tout le monde voit passer dans les baies qui sont devant les nôtres. La concurrence est accrue puisqu'il y a d'autres zones de navigation aujourd'hui qui sont de plus en plus attractives. L'État français, sous pression de Bruxelles, a pris des décisions
très structurante en matière de fiscalité à la fois sur le yachting et sur la partie douanière. Et donc on est en train au niveau national d'essayer de faire comprendre à l'État français l'impact des décisions qu'il prendrait si toutefois il passait à l'action sur leurs intentions. Pour l'instant, ça tient plutôt bien. La saison s'annonce plutôt bien. Et donc, ce qu'on est obligé de faire chaque année, c'est d'essayer de repenser un peu notre façon de traiter ces ex-marchés captifs pour les transformer en marché à aller chercher des clients. Et donc, dans les ports, c'est d'autant plus criant qu'au niveau du yachting, on a été obligé de créer des centrales de réservation pour garantir des séjours. On a été obligé de créer et de transformer un peu nos segments d'activité qui étaient basés sur le client bateau qu'on traitait plus ou moins bien en le transformant en client personne à bord du bateau qui attend des packages de services qui sont personnalisés. Et donc c'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui et qui fait qu'on maintient encore de l'attractivité dans notre territoire, mais on sent bien par rapport au socle qu'on avait que rien n'est gagné et qu'il faut qu'à chaque fois on accroisse la capacité de servir monsieur client qui est au cœur de l'ensemble des offres qu'on peut porter pour que notre territoire puisse continuer à croître. Un grand merci. Il nous reste 4 minutes. Alors ça tombe bien. En conclusion, peut-être un point, un axe fort, un projet peut-être qui vous paraît important sur lequel les énergies doivent se mobiliser. Si vous deviez n'en retenir qu'un, quel serait ce projet? Ça vous laisse environ 40 secondes pour chacun d'entre vous pour pointer du doigt l'axe de développement 2014-2015 qui vous paraît le plus important. Et puis je sens que certains d'entre vous voulaient rajouter deux petits éléments. Ce sera l'occasion de le faire. Franck, votre conclusion, 40 secondes. Très rapidement, je pense que s'il y a qu'un seul axe de développement qu'il faut retenir, c'est le client. Le client, le service du client, les offres qu'on peut lui proposer, l'adaptation des offres. Et je pense que même si on vit des moments très compliqués aujourd'hui, puisqu'on sort d'une période économique qui est très compliquée, qui toujours l'est encore un petit peu, je pense que de se focaliser sur les attentes du client, de redéfinir la proposition de valeur qu'on donne aux clients, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Et je pense qu'il y a beaucoup de pans de l'industrie azuréenne qui ont besoin encore de revisiter leur offre et leur proposition de valeur aux clients pour être certains qu'elles collent bien par rapport à ce qu'ils attendent. Franck Daune, merci. Je vous rappelle, vous êtes directeur des ports au sein de la CCI Nice Côte d'Azur. Merci d'avoir participé à ce débat. Votre conclusion? Ma conclusion rejoindra, et je souhaiterais rebondir sur les derniers propos de Franck Daune. Je crois que nous avons beaucoup parlé de promotion, de marketing, de l'international, etc. À un moment donné, il faut aller chercher la dynamique économique où elle se trouve. Et je crois qu'on a un tronc commun, en tout cas dans l'industrie touristique, qui rejoint tous les segments évoqués. Le croisiériste, l'expatrié qui travaille sur notre territoire dans l'univers industriel, le festivalier ou le congressiste, ils ont tous un tronc commun, c'est qu'ils sont là par obligation. Ces gens-là, c'est une véritable dynamique économique, dans la mesure où si ce séjour, quelles que soient ses raisons, les satisfait, à nous de savoir les capter, les cibler, les référencer, de manière à les faire revenir. Là, une véritable source d'économie pour nous, qu'on ne travaille pas encore assez parce qu'on n'est pas encore trop à l'identification de ces gens, et surtout un peu d'humilité dans l'univers professionnel du tourisme. Lorsque ces gens viennent, ne profitons pas d'une seule venue pour leur faire payer un maximum. Je crois que c'est la plus grande erreur qui se commet encore. Un peu d'humilité, regardons sur le long terme à la fidélisation. C'est une méthode qui n'est pas traditionnelle sur la Côte d'Azur, il faut vite que ça le devienne. Le message est clair. Merci d'avoir participé à ce débat. Philippe Baud, vous êtes le directeur général de l'Office du tourisme et du Palais des Congrès d'Antibes, ici même, donc à Jouan-les-Pins. Alors, suite des conclusions, eh bien, la vôtre, Claire-Anne Rex. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une vision commune sur le long terme des acteurs socio-professionnels du domaine et qu'il y ait une concertation entre les gens sur qu'est-ce qu'on veut faire et comment on s'y prend. Et qu'on se mette bien d'accord sur les partenariats, la manière de travailler, pour aller ensemble, parce qu'on n'y arrivera que si on est tous ensemble et on a un intérêt commun et il faut travailler dessus. Eh ben merci en tout cas, je vous remercie doublement pour votre présence, mais aussi en plein Festival de Cannes, venir participer au Riviera Network. Je pense que vous parliez de réseau, de travailler tous ensemble, je pense que le symbole est vraiment très très fort. Merci, revenez quand vous voulez bien à la tribune de Riviera Network. Conclusion, des conclusions, Laurent Chaleil. Alors moi je ferai une conclusion un peu plus générale, je pense que la France est dotée de tous les atouts
pour réussir et pour être au moins aussi bonne que les concurrents qui réussissent, et voire meilleures. Et pour faire un focus sur le département, je pense que c'est encore plus visible sur notre département. Malgré les difficultés et les boulets qui sont attachés aux deux pieds des chefs d'entreprise, je pense que beaucoup d'entreprises prouvent qu'elles sont capables de s'atteler à la croissance mondiale à travers l'exportation. Je pense que dans notre département, nous avons tous les atouts pour réussir. Sur site, grâce à la beauté d'abord des lieux et des constructions qui ont été réalisées par le passé et actuellement, à l'exportation, grâce à la performance des salariés et des entreprises que nous avons sur le territoire, que ce soit dans les nouvelles technologies, les sciences du vivant, comme je l'ai dit. Donc je pense que le grand chantier auquel il faut s'atteler, c'est de s'unir, nous, les personnes intervenant dans l'économie, les chefs d'entreprise et les salariés, l'ensemble des citoyens, s'unir pour faire pression sur le pouvoir politique pour obtenir l'écoute nécessaire, à savoir que le monde de l'entreprise et des travailleurs dans les entreprises contribuent majoritairement, voire quasi totalement à la richesse de notre pays et de notre département, et que si l'on veut que ça se poursuive, eh bien, il faut tenir compte des difficultés auxquelles les entreprises peuvent être confrontées par les restrictions auxquelles elles doivent se plier, notamment en termes de déploiement. Je citerai un exemple dans la chimie, sur des sites où des normes deviennent tellement contraignantes qu'il n'est même plus question de pouvoir s'implanter où que ce soit dans les Alpes-Maritimes. Donc je pense qu'il faut voir où est la richesse. Nous sommes excellents, les Français, puisque grâce à nos talents, nous arrivons, malgré les boulets qu'on nous met, à réussir. Donc on en fait bien la preuve. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, et là je rejoins ce que disait Franck, le département est extraordinaire. Ne nous asseyons pas non plus sur notre rente de situation. Ne profitons pas de ces atouts pour ne pas être intègres et qualitatifs avec nos visiteurs. Ça, c'est pour la partie touristique. Et je pense que voilà, il faut s'unir pour comprendre que nous avons tous les atouts, mais ceux qui contribuent le plus ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus. Et c'est ceux qui agissent le plus qui doivent être pris le plus en considération. Voilà mon mot de la fin. Un grand merci, Laurence Chalet, vice-présidente de l'UP06, femme de chef d'entreprise. Alors merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Si vous connaissez l'économie de la Côte d'Azur, vous vous serez peut-être rendu compte que j'ai volontairement omis de parler d'un territoire majeur, c'est l'éthique. Et pourquoi ? Parce qu'on va parler de French Tech. Ce sera, alors dans quelques minutes, je céderai la parole ici à Bruno Valentin qui vous parlera d'un autre sujet. Personnellement, je vous retrouve en direct, et je sais que ce débat sera pas mal suivi en livecast, 13h25, 14h10. La French Tech Côte d'Azur, c'est vous. Alors je compte sur vous, un plateau télé organisé par l'ensemble des maîtres d'œuvre de ce formidable projet. À tout à l'heure. Merci.